Alors, je vais voir dans cette vidéo la procédure d'élaboration du PLU. C'est la section 3 du plan que je suis. Tout d'abord, avant de voir la procédure, les différentes étapes de la procédure, je vais voir dans une première partie la compétence pour élaborer le PLU. Euh, la discussion sur le lien entre la compétence d'urbanisme et la compétence et la carte communale n'est pas une décision récente, n'est pas une discussion récente. Dans sa préface à la thèse de François Priet, Henri Jacot, qui est un spécialiste de droit de l'urbanisme, relève que, pour le regretter, que le transfert de la compétence urbanisme à la commune en 1983, par la loi du 7 janvier 83, s'est réalisé à structure territoriale constante. Vous savez que une loi du 15 juin 1943 donc, avait retiré aux communes leurs compétences en matière d'urbanisme, les quelques compétences qu'elles possédaient, qu'elles détenaient. Dans les années 60, une réflexion est menée pour, envisager un transfert, de la compétence urbanisme, la compétence pour élaborer un document d'urbanisme, qu'on a appelé le plan d'occupation des sols, puis ensuite le PLU, et puis, la compétence au maire pour délivrer le permis de construire si, la commune est couverte par un document d'urbanisme. Donc il y avait une discussion dans les années 60 pour envisager ce transfert de compétences aux communes. Mais la discussion avait lieu dans les commissions, du plan. À l'époque, vous savez, dans les années 60, la planification était un élément important, hein. Le plan avait une structure, c'est pas comme le commissariat au plan aujourd'hui qui regroupe une petite équipe autour de François Bayrou. À l'époque, il y avait des commissions de réflexion qui préparaient le plan, quinquennal. Et donc dans ces discussions, il était, suggéré de transférer la compétence en matière d'urbanisme aux communes, mais à la condition que, ce transfert s'accompagne d'une réflexion sur la carte communale. Il y avait 38 000 communes, à peu près, et les experts considéraient que, la plupart des communes, de ces 38 000 communes ayant moins de 1 000 habitants, n'auraient pas la capacité d'exercer la compétence d'urbanisme. Élaborer un PLU, ça exige une expertise et c'est coûteux. Et c'est pour ça, par exemple, que, cette réflexion a eu un début de concrétisation, puisque une loi du 31 décembre 1966 crée la communauté urbaine, qui est un établissement public de coopération intercommunale, et les premières d'ailleurs sont créées par la loi de 66, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon. Et cette, structure qui regroupe des communes dans des grandes agglomérations obtient la compétence en matière d'urbanisme. Vous voyez, c'est la cohérence, de cette réflexion. Or, ce qui surprend, c'est qu'en 1983, heu, quand la loi du 7 janvier 1983, à la suite de la loi du 2 mars 82, transfère des compétences aux collectivités territoriales, c'est ça la décentralisation, eh bien, il y a transfert de la compétence en matière de plan d'occupation des sols, document qui avait été créé par une loi de 67, la loi d'orientation foncière. Mais ce transfert, qui aura pour effet, si la commune adopte, elle n'est pas obligée de le faire, un plan d'occupation des sols qu'ensuite le maire délivrera les permis de construire au nom de la commune, ce transfert ne s'accompagne pas, d'une réflexion sur la carte communale. C'est-à-dire que la loi de décentralisation du 2 mars 82 ne touche pas du tout aux 37 000 communes. Et finalement, toutes les réformes, qui sont intervenues par la suite ont eu pour effet, pour objet, je ne sais pas si c'est bien ou mal, hein, mais c'est comme ça, de remédier à ce défaut initial. Les réformes ultérieures ont visé à transférer la compétence en matière, d'urbanisme, d'aménagement de l'espace, comme disent ces textes, aux, intercommunalités. Vous voyez, par exemple, la loi Chevènement du 12 juillet 99 qui crée la communauté d'agglomération, qui s'adresse, aux agglomérations moyennes et qui regroupe donc la communauté d'agglomération regroupe des communes, c'est un établissement public de coopération intercommunale, a vocation à, sans que ça soit une obligation à l'époque, à être compétente en matière d'urbanisme. Alors vous savez qu'il y a je les ai déjà vus, hein, il y a différentes, structures intercommunales, il y a les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Les métropoles, les communautés urbaines ont la compétence interterritoriaux ont la compétence en matière de PLU. En revanche,
Pour ce qui est des communautés d'agglomération et des communautés de communes, c'est optionnel. La compétence, n'est pas automatiquement intercommunale. La loi ALUR de 2014, loi relative à un urbanisme rénové, la loi Duflot, donc prévoit que la compétence en matière de PLU est transférée, une fois que la loi est adoptée, aux communautés de communes et aux communautés, d'agglomération, mais une minorité de conseils municipaux peut s'opposer à ce transfert. 25 des conseils municipaux représentant au moins 20 de la population peut s'opposer à ce transfert automatique. Et le processus se renouvelle à chaque renouvellement des conseils municipaux. Par exemple, en 2025, en 2026, pour le prochain renouvellement. Lors du prochain renouvellement, la communauté de communes et la communauté d'agglomération est automatiquement compétente en matière de PLU, si le transfert n'a pas eu lieu après la loi Duflot. Mais là encore, 25 des conseils municipaux, représentant au moins 20 de la population, peuvent s'y opposer. Donc heu, il faudra suivre ça, donc à l'occasion de du renouvellement des conseils municipaux, dans quelques mois, enfin en 2026. Il est vrai qu'il y a une pression assez forte, pour que les communes transfèrent la compétence aux intercommunalités, parce que les exigences en matière d'urbanisme sont devenues de plus en plus fortes. Par exemple, l'objectif zéro artificialisation nette, crée des contraintes, technocratiques, qui peuvent être, décourageantes pour une petite commune et donc, avec incitation à ce que la compétence soit transférée à, l'intercommunalité. Donc cette précision étant faite, hein, la précision, c'était que le PLU est de plus en plus souvent intercommunal, même s'il n'y a pas encore une obligation, sans exception pour les communautés de communes et les comités d'agglomération. Après avoir vu ça, je vois la procédure, enfin les différentes étapes d'adoption du PLU. La première étape, qui est mon paragraphe 2, c'est la délibération prescrivant l'élaboration du PLU. Donc une commune qui veut se doter d'un PLU le conseil municipal vote une délibération ou le conseil de l'intercommunalité qui prescrit l'élaboration du PLU. Et voilà, nous pensons qu'il faut adopter un PLU, donc on vote une délibération qui lance la procédure. Cette délibération précise les objectifs poursuivis, pourquoi l'intercommunalité souhaite-t-elle se doter d'un PLU, et les modalités de concertation. Conformément, la concertation est prévue à l'article L103-3 et cet article, hein, qui prescrit l'élaboration du PLU, qui vise la délibération, est l'article L153-11. Donc ça, c'est la première étape, hein, première étape d'adoption du PLU. Alors, un long délai séparant la délibération prescrivant l'élaboration du PLU, celle que je vois là maintenant, et la délibération qui l'adopte au terme du processus, un long délai ne rend pas forcément le PLU illégal. Je vous donne un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 2020, numéro 428 158, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cette affaire, par une délibération du 23 juillet 2015, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le PLU et un habitant conteste cette délibération au motif que 13 ans se sont écoulés depuis que le conseil municipal d'Aix-en-Provence a prescrit l'élaboration du PLU. Et il estime donc que ce long délai rend la délibération initiale obsolète et rend par contre-coup illégal le PLU finalement approuvé. Eh bien, le Conseil d'État rejette l'argument. L'écoulement du temps ne rend pas illégal en soi le PLU finalement adopté. Le code ne fixe aucun délai maximal à respecter entre la délibération qui prescrit l'adoption du PLU et celle qui l'approuve. L'arrêt que je viens de citer le confirme, mais on peut citer aussi un arrêt du Conseil d'État. Est-ce que c'est un arrêt du Conseil d'État? Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Non, c'est un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 février 2024. Par une délibération du 3 juillet 2007, le conseil municipal de Conches en Eure, c'est dans l'Eure, a prescrit la révision de son POS et sa transformation en PLU. Donc ça, c'est en 2007.
Et le bilan de la concertation a été tiré en 2019 et le PLU a été approuvé en 2017, en 2020, pardon. 13 ans se sont écoulés. Un propriétaire attaque cette délibération et il soutient que 13 ans s'étant écoulés entre la délibération qui prescrivait l'élaboration du POS, enfin du PLU, la transformation en PLU, et la délibération du approuvant de 2020, la mesure est illégale. Eh bien, la cour administrative d'appel de Douai rejette l'argument. La cour administrative d'appel rejette l'argument parce que quand une longue période sépare ces différentes délibérations, il faut que celui qui attaque le PLU démontre que les données démographiques, la situation du territoire, ont été profondément modifiées et qui justifieraient donc de reprendre toute la procédure. Démonstration, preuve que n'établit pas le requérant dans cette affaire. Mais en revanche, si le PLU est illégal, si son rapport de présentation s'appuie sur des données démographiques vieilles de 6 ans et qui ont été démenties depuis lors. Je donne un exemple, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, donc 26 mars 2024, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2024, numéro 22 NT 03 863. Et donc, dans cette affaire, il s'agit du PLU qui a été adopté par la communauté de communes du Morbihan, Questembert Communauté. Et dans cette affaire, donc le diagnostic démographique sur lequel s'appuie le rapport de présentation, c'est un des éléments du PLU que j'ai vu dans une vidéo précédente, a été établi principalement sur des données arrêtées en 2012, soit plus de 6 ans avant la date d'approbation du PLU intercommunal. Il a été approuvé en 2019. Ce rapport de présentation fait état d'une croissance démographique significative de 2,6% par an, 2,06. La population, selon ces données, augmente de 2,06% par an entre 2007 et 2012. Donc, compte tenu de ces éléments, eh bien, le PLU prévoit l'accueil de 5 000 nouveaux habitants et donc des constructions, d'ouverture à l'urbanisation de parcelles pour permettre d'accueillir ces 5 000 nouveaux habitants qui répondent à la projection démographique de la période 2007 et 2012. Mais la cour administrative d'appel constate, parce que le propriétaire lui a apporté le requérant lui a apporté des éléments, que ces données démographiques ne correspondent plus à la réalité. D'ailleurs, le commissaire enquêteur avait émis un avis défavorable sur le projet de PLU en indiquant qu'au regard des tendances récentes de croissance démographique de l'INSEE, environ 1%, eh bien, le taux de croissance de la population n'était pas de 2,06%, mais plutôt de 1%. Et donc, dès lors que les données démographiques sur lesquelles se fonde la communauté de communes sont obsolètes, eh bien, naturellement, le PLU approuvé est illégal, puisque, naturellement, les ouvertures à l'urbanisation, le zonage ne sera pas le même selon qu'on attend 5 000 habitants supplémentaires ou beaucoup moins. Conseil d'État 5 mai 2017, numéro 388 902, publié au Recueil Le Bon. Celui qui attaque la délibération adoptant le PLU au terme de la procédure ne peut pas invoquer l'illégalité de la décision, de la délibération qui prescrit, celle que je vois maintenant là, qui prescrit l'élaboration du PLU. Vous ne pouvez pas attaquer la délibération terminale qui approuve le PLU en soulevant l'exception d'illégalité de la délibération qui a prescrit l'élaboration du PLU. Invoquer des moyens d'illégalité de cette délibération. Avec une exception, je vous l'ai dit, la délibération qui prescrit l'élaboration du PLU fixe également les modalités de la concertation. Eh bien, si la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation qu'elle avait arrêtées, il est possible de soulever ce moyen pour obtenir l'annulation de la délibération en fin de procédure qui approuve le PLU. En revanche, il ne serait pas possible de soutenir
que les modalités de la concertation que la commune a arrêtées sont insuffisantes. Si on estime qu'elles sont insuffisantes, c'est la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation qui aurait dû être attaquée. En revanche, la commune, dans sa première délibération, fixe les modalités de la concertation et puis il apparaît qu'elle ne les respecte pas. Alors ça, c'est un moyen, bien sûr. Vous ne pourriez pas attaquer la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et dire la commune ne respecte pas les modalités de concertation qu'elle a arrêtées. On ne le sait pas encore. Donc ça, c'est possible de le soulever à la fin. Alors cette notion de concertation, j'aurais pu la voir dans la première partie parce que ça fait partie de ces participations du public. La concertation est visée à l'article L 103-3, oui, dans le chapitre préliminaire du code de l'urbanisme. Voilà ce que dit cet article: «Font l'objet d'une concertation, associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, et bien notamment l'élaboration ou la révision du PLU ou du SCOT, la création d'une zone d'aménagement concerté». Donc, le conseil municipal fixe les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces modalités? Eh bien, l'article L 103-4 nous en dit plus. Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public, permettent au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des propositions et observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. Donc, vous voyez, la commune donc, communique son projet de PLU à la population, aux associations, selon des modalités qu'elle va déterminer et qui permettent aux associations, à la population, aux propriétaires, de faire part de leurs observations. C'est donc une application, vous voyez, c'est ce que dit l'article L 103-4, c'est donc une, application de la notion de participation, en quelque sorte, hein, qui est prévue à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Alors, quelles sont les modalités de concertation que la commune peut prévoir? Elle peut prévoir, par exemple, qu'elle va tenir des réunions publiques dans lesquelles elle va expliquer quel est le projet de PLU. Indiquer que les habitants pourront venir en mairie consulter, le projet de PLU et faire part de leurs observations. Tenir, une, actualité régulière dans les pages des réseaux sociaux, pages de la commune. Hem, Si, les habitants considèrent que les modalités de concertation arrêtées ne sont pas suffisantes, eh bien, il faut attaquer la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation, pour, obtenir l'annulation. Hem, Si en revanche, je vous l'ai dit, si la commune ne respecte pas les modalités de concertation qu'elle a arrêtées, alors il sera possible d'attaquer le PLU qui sera approuvé à la fin, de la procédure. Un cas un peu plus original, la commune prévoit une modalité organise une modalité de concertation qui n'était pas initialement prévue. C'est un arrêt, du Conseil d'État du 25 novembre 2015, numéro 372 659, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et donc dans cette affaire, donc la commune a arrêté des modalités de concertation. C'est la commune de Casedarn et donc elle avait prévu la mise à disposition d'un registre, informant le public, bulletin, information par voie de presse, organisation d'une réunion publique, d'une journée d'information, mise en place d'une permanence des élus. Voilà ce qu'étaient les modalités de concertation arrêtées pour faire connaître le projet de PLU. Et il apparaît que pour, la délimitation d'une zone agricole, le maire a organisé une concertation non prévue, qui est une réunion avec les agriculteurs et les viticulteurs. Il n'était pas prévu cette réunion spéciale pour les agriculteurs et les viticulteurs. Il a été question de ces auditions dans le bilan de la concertation. Le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel aurait dû s'assurer que cette modalité supplémentaire non prévue de la concertation n'avait pas eu d'effet sur le PLU finalement adopté. Si elle a eu un effet, comme elle n'était pas prévue, eh bien, ça rend le PLU illégal.
Paragraphe 3, donc c'est la deuxième étape de la procédure, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, qui est un des éléments du PLU, hein, le PADD, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et donc, il est prévu à l'article L153-12 qu'un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux ou du conseil municipal si le PLU est encore communal, sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Article L153-12. Ce débat est important parce que, à compter de l'organisation de ce débat au sein du conseil municipal, eh bien, le maire peut surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire si le projet qui fait l'objet de la demande de permis de construire serait de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ou de la rendre plus onéreuse. Donc, vous voyez, ce débat sur les orientations du PADD qui détermine ce pouvoir de surseoir à statuer. Imaginons par exemple qu'un propriétaire dépose une demande de permis de construire et le maire dit: «Ah non, sur ce terrain, dans le prochain PLU, le terrain sera classé zone naturelle, inconstructible. Donc votre projet va compromettre l'exécution du futur PLU. Je ne refuse pas le permis parce que le PLU n'a pas encore été approuvé, mais je sursois à statuer pour 18 mois dans l'attente de l'adoption du PLU». Paragraphe 4 maintenant, c'est la troisième élément de la procédure, le projet de PLU. Le conseil de l'EPCI ou le conseil municipal, si la commune est demeurée compétente, délibère sur le projet de PLU. Article L153-14. Les auteurs du code, ont voulu laisser, je crois que c'est une disposition qui a été introduite en 2019. Il y a une loi qui a été votée en 2019 pour, redonner un pouvoir aux communes au sein des intercommunalités et il est prévu donc quand le PLU est intercommunal que lorsqu'une des communes membres de l'EPCI émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, eh bien, l'organe délibérant compétent, le conseil de l'EPCI à fiscalité propre, doit délibérer à nouveau sur le projet de PLU, qui a fait l'objet d'une opposition du conseil municipal de la commune concernée, et doit approuver le nouveau un projet à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés. C'est-à-dire que l'opposition du conseil municipal ne peut être surmontée que par une majorité qualifiée au sein du conseil, de l'EPCI. Le projet de PLU est soumis pour avis à un certain nombre de personnes ou organismes. C'est l'article L153-16 qui le dit et qui nous donne, la liste, des autorités, concernées. Par exemple, il y a des personnes publiques qui sont associées, le département par exemple, les chambres d'agriculture, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc toutes ces personnes reçoivent le projet de PLU, sont associées, peuvent faire part de leurs observations. Ces personnes doivent rendre un avis Ces personnes doivent rendre un avis dans un délai de 3 mois. Article R153-4. À défaut de réponse, l'avis est favorable. La délibération qui arrête un projet de PLU, peut en même temps, tirer le bilan de la concertation. Article R153, 3. Et ensuite, cinquièmement, c'est la quatrième étape de la procédure, l'enquête publique. L'enquête publique. Le projet de et la poste passe encore, hein, c'est très bien. Tardivement, hein, il est plus de 13 heures, mais elle passe encore. Alors cinquièmement, l'enquête publique. Le projet de PLU arrêté, qui vient de faire l'objet de la délibération, est soumis à enquête publique. Donc un commissaire enquêteur va recueillir les observations des de la population, des associations qui pourront faire part de leurs oppositions. Tiens, comment se fait-il qu'on ouvre 50 hectares supplémentaires à l'urbanisation? Les enquêtes publiques avaient un régime assez complexe parce qu'il y avait différentes formes d'enquête publique et il y a eu une réforme il y a une dizaine d'années et donc il y a souvent un renvoi à l'article L123-12 du code de l'environnement. Euh, le PLU peut faire l'objet de modifications mineures après l'enquête publique, pas de modifications substantielles. S'il faut le modifier de manière substantielle, eh ben, il faut reprendre la procédure, sinon l'enquête publique n'a pas de sens. Mais il peut faire l'objet de modifications mineures pour tenir compte des observations de l'enquête publique. Les observations
des observations faites lors de l'enquête publique. La Poste repasse. Donc, c'est normal, sinon l'enquête publique ne servira à rien. Si vous dites, ah, je ne peux pas toucher au projet de PLU, non, on peut y toucher pour tenir compte des observations qui ont été faites, mais il ne faut pas que c'est... une modification est possible, donc pour tenir compte des observations et des avis des personnes publiques associées, pas pour autre chose, et seconde condition cumulative, à condition que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet. Euh, et puis, sixièmement, c'est-à-dire la cinquième élément de la procédure, c'est la fin, approbation du PLU. À l'issue de l'enquête, le PLU éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil de l'EPCI si le PLU est intercommunal ou le conseil municipal. C'est l'article L153-21. Pour l'enquête publique, j'ai oublié de le préciser, le commissaire enquêteur qui a été désigné, souvent ce sont par le tribunal administratif, ce sont des anciens fonctionnaires, des fonctionnaires à la retraite qui va émettre un avis qui va être favorable, défavorable, avec réserve, mais c'est un avis qui n'a pas de caractère obligatoire. C'est-à-dire que la commune n'est pas obligée de le suivre. C'est pas parce que le commissaire enquêteur donne un avis défavorable que la commune ne peut pas adopter le PLU. Avant de devenir, donc le conseil municipal vote la délibération approuvant le PLU, mais le PLU, avant de devenir exécutoire, eh bien, est transmis au préfet qui doit s'assurer que le PLU est compatible avec le SCOT. Je rappelle que c'est une obligation. Et lorsque le périmètre n'est pas couvert par un SCOT, puisque le SCOT n'est pas obligatoire, eh bien, le préfet a les moyens d'imposer à la commune des modifications. Si le PLU, par exemple, compromet gravement les principes énoncés à l'article L101-2, qui sont les objectifs de la politique d'urbanisme. Le projet de PLU est incompatible avec une directive territoriale d'aménagement. Le projet fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Et il y a deux ou trois autres cas dans lesquels le préfet, donc article L153-25, peut demander des modifications. 6 ans, 6 ans après l'adoption du PLU ou de sa dernière révision, le PCI ou la commune, si le PLU est toujours communal, doit évaluer le PLU. Elle a d'ailleurs indiqué, je l'avais dit dans une vidéo principale, précédente, elle a d'ailleurs, la commune a donné des indicateurs. C'est un des éléments obligatoires dans lesquels, des indicateurs qu'elle va utiliser pour évaluer l'application de son PLU 6 ans plus tard. Cette analyse donne lieu à une délibération. Le conseil municipal ou le conseil de l'EPCI doit statuer sur cette évaluation. Paragraphe 7. La révision et la modification du PLU. Donc, l'article L153-33 du Code de l'urbanisme énumère les hypothèses qui nécessitent de suivre la procédure de révision, qui est une procédure plus lourde que celle de la modification. Pour l'essentiel, la révision est calquée sur la procédure d'adoption du PLU que je viens de vous présenter. Et puis, par exception, quand les modifications sont moins importantes, eh bien, la commune pourra recourir à la procédure plus souple de révision, de modification. Pardon. Donc, grand A, la révision du PLU. La commune ou le PCI, si le PLU est devenu intercommunal, doit utiliser la procédure de révision si elle souhaite changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Deuxième hypothèse, elle souhaite réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Donc, vous voyez, on réduit une protection puisque ce sont des zones qui ne sont pas constructibles et on veut les rendre constructibles. La révision est nécessaire. Soit réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Donc, il y avait une protection qui avait été instituée. La commune souhaite la réduire. Il faut utiliser la procédure de révision. Soit ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation. Alors, il faudra procéder à une révision du PLU. Soit créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteurs d'aménagement valant création d'une ZAC, zone d'aménagement concerté.
article L 153-31. Donc la révision est prescrite par une délibération de l'organe délibérant et la procédure de révision est celle suivie pour l'essentiel pour l'adoption du PLU. Hem, Rang B, la modification. Donc la procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'EPCI ou du maire si le PLU est resté, communal, qui propose donc un projet de modification et il y a une procédure de modification de droit commun et une procédure de modification simplifiée. La procédure de modification simplifiée peut par exemple être utilisée, c'est l'article L 153-45, quand il s'agit de rectifier une erreur matérielle. Je vous donne un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 31 janvier 2020, Conseil d'État 31 janvier 2020, numéro 413 634, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et donc dans cette affaire, c'est une commune des Alpes de Haute-Provence qui a modifié selon la procédure de modification simplifiée le PLU parce que et un habitant conteste, il dit: «Bah, il aurait fallu recourir à la procédure de révision». C'est parce que sur le territoire de la commune, il y a une carrière qui est exploitée. Le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation rappelle l'existence de cette carrière qu'il faut pérenniser. C'est une activité importante de la commune. Mais dans le zonage, sur la parcelle, heu, sur laquelle se trouve, la carrière, eh bien, la commune a oublié de prévoir la possibilité d'exploiter une carrière. Le conseil municipal décide d'utiliser la procédure de modification simplifiée pour, prévoir donc, dans la zone en cause, l'exploitation de la carrière et le Conseil d'État estime que cette procédure pouvait être utilisée car il s'agit d'une simple réparation d'une erreur matérielle. Tous les éléments du PLU, tous les autres documents démontrent que la commune avait bien conscience qu'il y avait une carrière et voulait maintenir cette activité. Donc c'est une erreur qui a fait que, dans le zonage, l'exploitation d'une carrière est désormais interdite. On peut réparer cette erreur, par, la procédure de modification simplifiée. La prochaine fois, je verrai dans le chapitre 3, je verrai la carte communale.